Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission d'Arrêt sur Image. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la ruralité et de comment les médias les racontent. Longtemps, elles ont été relayées au second plan dans les médias, alors qu'elles représentent près de 90% du territoire et qu'un tiers des Françaises et des Français y vivent. Mais aujourd'hui, on entend parler de la revanche des campagnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Y a-t-il bel et bien un regain d'intérêt pour ces territoires ? Comment les médias nationaux traitent-ils des ruralités, qu'ils soient audiovisuels ou écrits ? Et comment les caricatures des campagnes instrumentalisent ces territoires et leurs habitants ? Pour y répondre, on accueille 3 invités. Benoît Coquart, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des ruralités à l'INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous avez publié en 2019 à La Découverte l'ouvrage « Ce qui reste », une enquête immersive auprès des personnes qui vivent dans le Grand Est. Merci d'être avec nous. Emma Conquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pigiste décentralisée dans le Lot, comme vous-même vous vous décrivez. Et vous écrivez notamment pour Reporter, Vers le Média, Médiacité ou encore Frustation Magazine. Merci d'être avec nous. Merci. Et Camille Bordenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez justement fondé une nouvelle rubrique dans ces colonnes, les ruralités. Et vous avez publié cet été le roman Sous leurs pas les années, aux éditions Robert Laffont, soit une autre manière de raconter ces territoires. Merci d'être avec nous. Merci. Donc je vous ai réunis tous les 3 aujourd'hui pour parler de la médiatisation des ruralités, son évolution et leur instrumentalisation. Et je vais d'abord me tourner vers vous, Benoît, pour vous demander, donc vous enquêtez depuis 2010 et vous écrivez dans votre livre qu'il y a 15 ans, on ne parlait peu de ces territoires dans les médias ou dans la recherche. Alors, y a-t-il une évolution et selon vous, pourquoi ? Alors oui, forcément, ça a évolué. On peut dire que le regard sur le rural, il a évolué de tout temps, comme on dit dans les mauvaises dissertations. Mais il y a eu, en gros, depuis une quinzaine d'années, une sorte de récupération de ce que la ruralité représente socialement. On l'avait mentionné au départ, notamment dans certains communicants, dans les campagnes politiques, où on avait comme ça un relent de discours où chacun voulait se présenter comme rattaché à la terre, ayant un grand-père paysan. Ça servait aussi à gommer qu'on n'avait parfois jamais quitté certains arrondissements du centre de Paris. Donc toujours attaché comme ça à cette vraie France et ce vrai peuple qui est soudainement réapparu en fait, qui a déjà existé, qui a déjà été mentionné comme ça comme celui de la vraie France qu'il faudrait atteindre. Mais là, il y a eu un retour de ça. Pourquoi ? Par quels événements ? Il y a des forces politiques en fait qui poussent évidemment à ces représentations-là. C'est pas neutre en fait. Toutes les images du monde social, de manière générale, c'est un champ de lutte. Donc à certains moments, par exemple, on a beaucoup parlé de la question des classes populaires urbaines, des banlieues, comme on dit, des cités. Ouais, ça, on y reviendra plus tard. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu des moments précis, par exemple, je pense au Covid, je pense aux Gilets jaunes, je pense aux différentes mobilisations des agriculteurs ces dernières années. Est-ce qu'elles n'ont pas un peu poussé les médias à regarder vers les campagnes ? Je pense que c'est avant ça même. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment chez certains acteurs politiques, je pense par exemple à Manuel Valls quand il dit qu'il n'y a pas assez de blancs dans le marché de sa ville, à Évry, quand il y a aussi un livre qui sort qui s'appelle La France périphérique, donc de Christophe Guillouis, qui dit qu'en fait on a délaissé les campagnes populaires, donc les classes populaires rurales, au profit d'autres classes populaires qui seraient les classes populaires des banlieues, puisque c'est l'opposition explicite qui est faite dans ce livre-là. Il y a beaucoup du coup de forces politiques qui sautent les pieds joints dedans parce que ça permet en fait de faire une critique d'une certaine France contre une autre. Et toujours de dire, vous voyez, en fait, cette critique des banlieues, d'une France qui recevrait trop d'aide sociale, je ne la fais pas au nom, en fait, d'une haine envers ces populations-là, je ne suis pas politiquement attaquable là-dessus, je la fais au nom d'une défense des pauvres petits blancs, comme on dit dans les théories liées à la France périphérique, contre d'autres petits, qui eux sont trop regardés, trop chouchoutés par l'État finalement. Et le retour de la campagne, il est beaucoup lié à ça quand même. On regardera précisément tout à l'heure ce que ça donne. Et Emma Conquête, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix de couvrir votre territoire, le Lot, dont vous êtes originaire, et est-ce que vous remarquez un regain d'intérêt des rédactions pour vos sujets ces dernières années ? Alors j'ai choisi de revenir travailler dans le Lot plutôt que prévu, puisque c'était dans mes projets. Quand je passais les concours pour les écoles de journalisme, je disais toujours que je voulais décentraliser l'information. Mais c'est vrai que j'avais prévu avant ça de rouler ma bosse, comme on dit, un peu dans des grosses rédacs. Mais il y a eu le Covid, ça a été compliqué. Et pour être honnête, c'est vraiment par choix économique que je suis rentrée chez moi, parce que je n'avais pas les moyens non plus de devenir pigiste, puisque c'est quand même un statut précaire.
et de louer un appartement. Et il se trouvait que la maison de ma grand-mère se libérait à ce moment-là. Donc je suis retournée dans le Lot plus tôt que prévu. Et donc j'avais déjà cette envie de mieux parler des campagnes, mieux parler de là où j'ai grandi, de comment j'ai grandi, puisque je me rendais compte que il y avait très peu de récits, je trouvais, dans la presse qui ressemblaient à notre culture, à nos modes de vie. Et moi, pour vraiment la genèse de cette critique, c'était plutôt sur la médiatisation du monde agricole, puisque je suis issue d'une famille paysanne et du coup c'était d'abord sous ce prisme que je trouvais que c'était mal représenté. On voyait beaucoup, soit d'un côté, c'était très binaire, soit d'un côté l'agribashing et on n'avait pas du tout le droit de critiquer parce que les agriculteurs, et de l'autre côté c'était ces agriculteurs en plus rattachés à tout le monde rural, qui polluent, qui mettent des pesticides et qui sont ignares. Donc voilà, très binaire, mais à chaque fois, on avait l'impression qu'il y avait une seule et même agriculture. Et du coup, vos sujets, quand vous les pitchez aux rédactions parisiennes, est-ce qu'elles vous montrent un intérêt pour ces sujets? Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus? Au début, c'était pas si évident que ça. J'ai commencé en 2022, la pige dans le Lot, et je me souviens très bien du conseil précieux d'une consoeur aveyronnaise, Elsa Souchet, qui m'avait dit quand tu proposes des pitchs, parce qu'il faut qu'on propose des petits résumés de nos articles pour les vendre, n'oublie pas que de l'autre côté de l'ordinateur, il y a souvent, les rédacteurs en chef, un homme blanc de plus de 50 ans, très parisien, quoi. Et donc, en fait, j'ai adapté un peu, et c'est un conseil que j'ai gardé, et j'ai moi-même, du coup, adopté l'urban gaze, sur lequel je reviendrai après, mais pour pitcher, c'est-à-dire que j'ai adapté un tout petit peu mes pitchs pour me dire, tiens, ça peut les intéresser, parce que je sais que... je sais pas moi, ça va leur rappeler leurs vacances dans le Lot, etc. Et ça fonctionnait bien, parce qu'avant ça, je galérais vraiment à vendre mes sujets, parce que souvent, quand on propose des sujets sur les territoires ruraux, moi, en fait, je dis jamais c'est un sujet sur la campagne, c'est un sujet sur la ruralité. C'est des sujets, et sauf que, en fait, j'ai perdu le fil. Ce que je voulais dire, c'est que... eux me répondaient souvent ah mais on a peur que ça fasse trop cas isolé, fait divers. Alors je disais que c'était des phénomènes de société qui se retrouvaient partout ailleurs, et aussi que et en fait finalement au cours de ces dernières années on a vu un peu grâce aux élections législatives et européennes un regain d'intérêt de ces sujets, et maintenant en fait effectivement pour un peu étoffer leur page de sujets un peu moins parisiens. Et des fois, ils font appel à mes services. Donc oui, finalement, c'est venu après. Et autre regard, Camille, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de la création de cette rubrique, Les Ruralités, que vous avez fondée dans les colonnes du Monde? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez proposé? Et est-ce que ça traduit aussi une nouvelle considération éditoriale pour ces territoires? Oui, je pense que c'est une histoire qui est assez représentative de ce dont on va parler sur qui façonne les représentations des ruralités. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant que cet espace éditorial est bien établi et identifié, quelque part, c'est l'extérieur qui a posé un regard sur il y a une rubrique ruralité au Monde. Mais en fait, concrètement, ça s'est fait vraiment sur de longues années parce que moi, arrivant à la rédaction du Monde et à Paris en même temps, après mes études, les premières années, j'ai été comme beaucoup de journalistes, on veut rentrer aussi un petit peu dans le moule, donc on ne se pose pas la question de quel peut être notre regard, de comment on peut participer soi en tant que journaliste à façonner un peu les représentations plus équilibrées. Donc ça a pris des années en fait, en passant d'abord par des années où j'étais généraliste, comme tous les jeunes journalistes qui rentrent dans un média national où on veut, je m'en cache pas, un peu correspondre à ce qu'on
pensent attendre de nous. Puis, il y a eu effectivement ce déclic social et national de la crise des Gilets jaunes. Il se trouve que le hasard de la vie faisait qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas au Monde. J'étais absente de la rédaction pendant une assez longue période pour des raisons personnelles, ce qui fait que j'habitais à nouveau mon territoire, donc ma campagne en Isère et dans la Drôme. Ce qui fait que c'était intéressant parce qu'à mi-parcours, après 5 premières années très généralistes au Monde, je me replaçais dans un regard de citoyenne, de française et d'habitante d'un territoire. Et c'est un petit peu délicat à expliquer, mais en même temps, ça a participé de comment j'ai façonné mon regard ensuite journalistique. Je ne me sentais pas tout à fait représentée et racontée dans les réalités complexes et hétérogènes que je revivais, que je connaissais déjà, mais que j'avais eu tendance finalement un petit peu à oublier. Et je me suis dit, bon, il était évident que j'allais reprendre et j'avais envie de porter, en tout cas, cette proposition éditoriale que je vivais pas comme la création d'une rubrique figée. Je l'appelais pas ruralité à l'époque, ni ruralité au singulier, ni ruralité avec un S. Je voulais juste porter l'idée qu'il y avait besoin il me semblait, d'un petit rééquilibrage dans les représentations des campagnes après une période où l'ensemble des médias nationaux, à l'image en fait du mouvement de métropolisation qui a eu lieu en France dans l'aménagement du territoire, les médias nationaux s'étaient eux aussi recentrés dans leur regard. Parce qu'il y a eu une période avant, il faut en parler, je pense, de la métropolisation, c'est important parce que les médias nationaux, comme toutes les institutions, ont participé d'un mouvement où après des années un petit peu de décentralisation, on recentrait les regards. Donc on était au Monde, la direction l'explique maintenant. Il y avait eu effectivement un petit peu un recentrement des regards, le maillage, parce qu'on a quand même, je tiens à le rappeler, un maillage de correspondants locaux et régionaux. C'était peut-être un petit peu tari. Et là, quelque part, je tiens à dire, je ne suis pas seule dans cette aventure. J'ai juste insufflé un petit rééquilibrage qui se joue entre moi, entre les correspondants, entre d'autres rubricards de toutes les rubriques du journal qui traitent de manière peut-être plus partielle des représentations aussi des ruralités. Et donc après, c'est finalement l'extérieur, et moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est comment les regards extérieurs se sont un petit peu accaparé ce qui était en train de se passer en disant il y a une rubrique ruralité et il y a une Madame Ruralité au Monde. Et donc on en parlera ensuite, mais il me semble que ce que je trouve le plus intéressant dans ce que ça dit, c'est ce besoin après d'incarnation, alors que je ne prétends pas incarner les territoires ruraux, je travaille sur les territoires ruraux, alors que moi je le vis pas, j'ai dû mettre de manière pratique un nom sur cette rubrique, parce que c'est comme ça, il faut bien que de manière très pratique on me fasse rentrer dans une fiche de poste et qu'à l'extérieur ce soit plus lisible. Mais moi si je devais nommer cette rubrique, je l'appellerais même pas ruralité avec un S auquel je tiens, je dirais que je fais un journalisme plutôt des circulations, des classes sociales, et ce qui m'intéresse c'est plus du tout ce découpage urbain-rural qu'on y reviendra peut-être, on trouve, je crois, dans nos travaux respectifs assez inopérant, mais c'est plutôt cette géographie des classes sociales, en fait. Voilà, justement, on peut y aller tout de suite. Ouais. En fait, on va se demander justement si ce regain d'intérêt, il s'accompagne d'un véritable changement de regard ou simplement d'un changement de volume. Parce qu'on a constaté à Arrêt sur Image un écueil principal dans la médiatisation des campagnes, c'est leur homogénéisation. Elles sont présentées comme un seul et même espace où ne vit qu'une seule et même population, omettant les conditions de vie contrastées entre les départements, mais aussi au sein même d'un territoire. Donc le pluriel impossible, on regarde. Ce matin, on a Sud-Ouest qui nous propose un grand dossier. Jeunes ruraux, ils ne baissent pas les bras. En France, ce ne sont pas moins de 3 millions de jeunes qui vivent en zone rurale et sont très souvent confrontés à l'isolement, en tout cas d'un point de vue géographique, et à la difficulté d'accéder au marché de l'emploi. D'ailleurs, il faut savoir que seulement 28% des jeunes ruraux accèdent à l'enseignement supérieur, contre 37% des jeunes urbains. La situation est encore plus compliquée dans les communes rurales. 57% des ruraux peinent ainsi à partir en vacances au moins une fois par an. 36% des ruraux éprouvent par ailleurs des difficultés à prendre soin de leur apparence physique. Et enfin, 31% ont renoncé à pratiquer un sport ou une activité de loisir.
Et allez aujourd'hui dans certains départements, allez en Corrèze, allez dans les Ardennes, où vous avez notamment une explosion du chômage, où vous avez des problèmes de transport en commun avec certaines personnes âgées qui sont assignées à résidence parce qu'il n'y a plus de petits bus, ou dans certains villages, par exemple, il n'y a même plus de boulangerie et la petite camionnette qui passait pour distribuer le pain n'existe plus. Vous avez des jeunes qui n'ont parfois même pas assez d'argent pour se payer un plein d'essence et pour aller dans la ville d'à côté pour passer un entretien d'embauche, et des écoles qui ferment, des commerces qui ferment, et des gens qui progressivement perdent de goût finalement et se recroquevillent sur eux-mêmes. Alors, une question à tous les trois, mais qu'est-ce qui est trompeur dans ce regard qui est homogénéisant, et surtout pourquoi les fractures territoriales ne veulent rien dire? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vous ai vu pas mal de fois hausser les sourcils. Oui, je pense qu'on pourrait tous réagir, mais c'est vrai que là déjà, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, ils parlent de les ruraux, le rural, comme si le rural, qui n'est qu'une catégorie spatiale, était aussi définissait la multiplicité des catégories sociales qui y vivent. Or, en fait, les logiques de domination sociale, on les retrouve dans l'ensemble des typologies de territoires, on les retrouve au cœur des villes et dans certaines campagnes. Et donc là, ça passe complètement sous silence. Enfin, le rural devient une catégorie sociale, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a toutes les classes sociales existent dans toutes les typologies de territoires. Donc, c'est assez frappant, ce raccourci et ce biais que j'appelle spatialiste qui est fait. Et donc, je rebondis avec ce que je disais tout à l'heure, que je pense qu'il faut vraiment tous les producteurs de représentation que sont les médias, les politiques, les communicants, les entrepreneurs, sortent de ce découpage urbain-rural qui veut rien dire et qui permet en fait de perpétuer aussi des logiques de domination sociale. Et vous, Benoît, qui êtes sociologue, ce regard-là, en quoi il est trompeur? Déjà, il faut analyser en fait quel type de médias se saisissent de ce discours-là. Moi, je m'étais amusé à regarder qui en fait avait le plus repris et promu la théorie de la France périphérique, qui est la même chose en fait, qui dit que l'inégalité sociale elle est entre la ville et le rural, et qu'au sein de la ruralité, donc tu as une population très homogène, au sein de laquelle il n'y a pas, pour dire les grands mots, de lutte des classes. Et aujourd'hui, on a en gros des forces politiques plutôt à droite, plutôt conservatrices, qui ont un problème avec la lutte des classes, parce que d'un côté, ils veulent être les représentants des dominés des campagnes, des dominés vis-à-vis des villes qui seraient peuplées de bobos privilégiés, etc. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas s'inclure dedans. Et en fait, tout ce lexique territorialisé des inégalités, il vient gommer les vrais rapports de domination, c'est-à-dire qu'au sein même d'un bourg, il y a des gens qui sont vos propriétaires et vous louez, il y a des gens qui peuvent vous exploiter au travail, etc. Il y a des conflits sociaux partout, de même qu'ici, à Paris-Centre, il y a des gens, des riches, des pauvres, et puis ils ne s'entendent pas forcément tous, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais dès qu'on impose en fait ce lexique de dire la vraie fracture, elle est entre la France des grandes centres-villes, mondialisée des bobos, qui pactisent avec une immigration, etc., galopante, et il y a cette France rurale oubliée, dite invisible, forcément qu'en fait, on a l'impression qu'on parle au nom d'un peuple, qu'on va appeler le peuple, tout en fait gommant soi-même sa propre position. C'est pour ça qu'il y avait notamment moi j'ai vu des élus locaux qui pouvaient être en fait des gros poissons d'une petite mare, mais qui étaient localement rentiers, gros propriétaires terriens, faire des discours en disant nous sommes la France périphérique, nous sommes les oubliés, et Paris se moque de nous, alors qu'eux ils étaient sénateurs. En fait, et qu'ils habitent à Paris, ils ont leur logement. Donc tout ça, en fait, gomme et agit comme un écran de fumée sur les véritables questions de domination. Et c'est là où c'est intéressant de voir d'où ça part vraiment et comment c'est relayé. Parce que là, vous avez montré des médias plutôt cités à droite, même clairement cités à droite, mais qui sont récupérés, ce lexique-là est récupéré même à gauche. Il est récupéré partout parce qu'il n'est pas vraiment questionné. Parce qu'à partir du moment où on parle ruralité, on a l'impression qu'on fait déjà un effort social. C'est-à-dire qu'on va regarder les petits, en fait. Et ça c'est... Voilà, je ne vais pas... justement, du coup, Emma, c'est une notion dont vous avez évoqué, l'urban gaze, en référence au male gaze, donc ce regard urbain et bourgeois posé sur ces campagnes. Est-ce que vous pouvez développer cette notion dont vous parlez dans Frustration Magazine? Oui, j'ai développé l'urban gaze pour reprendre donc, le male gaze. C'était parce que
ça me semblait pertinent parce qu'à travers cette expression, on voit le rapport de domination qui est exercé en fait depuis les villes sur les territoires ruraux. Et en fait, pour moi, c'est une grille de lecture urbaine et bourgeoise, je tiens à le préciser, qui vise à déformer, homogénéiser, caricaturer les territoires ruraux, souvent avec des biais très binaires. D'un côté, soit une campagne, souvent d'ailleurs dépeuplée, on va dire, qui sert de décor, qui est très romantisée et tout, et de l'autre, plutôt une campagne misérabiliste avec des gens qui ne sont pas capables de s'en sortir eux-mêmes, comme ce qu'on a vu d'ailleurs, je trouve, qui essentialise aussi les ruraux en disant, voilà, on l'a vu dans l'extrait, qui n'aiment pas prendre soin, qui n'ont pas le temps de prendre soin de leur esthétique, ou je ne sais plus ce qu'ils disaient là, mais bon. Et donc, voilà, donc mais je précise quand même que l'urban gaze, c'est avant tout pour intégrer les inégalités sociales et territoriales au rapport de domination, et c'est pas du tout pour effacer justement les catégories socio-professionnelles et les privilèges, puisque ce qu'on ne voit pas du tout dans les images précédentes, c'est tous les privilèges qu'on peut aussi avoir à la campagne. Oui, totalement. La Haute-Savoie n'égale pas la Picardie, par exemple, et en général, on a tendance à oublier les contrastes. Et justement, en parlant de regard, j'aimerais vous poser une question à toutes les deux. Où se situent vos regards parce que, donc, du coup, vous, pour votre situation EMA, quelle place prend votre regard, vous qui couvrez le Lot depuis votre territoire dont vous êtes originaire? Mon regard... il y en a beaucoup qui, quand ils me présentent sur des tables rondes, me disent que je suis restée, parce que vraiment il y a encore une fois une lecture très binaire entre les gens qui partent et les gens qui restent. Alors Benoît Coquart en est un expert avec ceux qui restent, mais moi j'ai dévoré son livre, mais je me reconnais pas totalement dans enfin moi je suis revenue, je suis une diplômée, et il n'y a pas non plus 3 catégories uniques, puisque je suis pas non plus revenue au bout de 10 ans pour faire grandir mes enfants au vert à plus de 35 ans, comme ça peut être beaucoup représenté. En fait, j'ai passé tous mes étés dans le Lot, donc je faisais des allers-retours. Je suis jamais vraiment partie, je suis jamais vraiment restée, puisque j'ai fait mes études et j'ai travaillé dans d'autres métropoles, donc c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et je me sens très attachée au Lot, mais quand je suis revenue en tant que journaliste, j'avais quand même aussi un petit regard surplombant, je dirais, puisque j'avais accumulé énormément même de pensées féministes, etc. Et il y a eu un moment de friction avec les gens de ma famille, les gens du coin, j'étais catégorisée comme la féministe de service. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait un féminisme rural, mais dont on ne parlait absolument jamais et tout. Donc j'ai commencé à... C'est là où moi aussi, j'ai déconstruit aussi mon regard, le regard d'une jeune diplômée qui revient un petit peu avec son bagage culturel et un peu même parfois surplombant. Et voilà, donc je veille toujours à réfléchir, en fait, à me poser des questions, mais j'essaie d'adopter plutôt un regard plus complexe maintenant, et sur sans romantiser mes sujets autour qui se passent dans le Lot et tout. Mais du coup, voilà, vous couvrez aussi depuis le Lot et sur le Lot. Et pour vous, Camille, vous allez faire des reportages dans différents endroits de France. Alors, comment vous faites pour justement ne pas reproduire ce regard homogénéisant ? Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'on disait juste avant, parce qu'il me semble qu'on a une difficulté et territoriale et sociale à penser qu'on est tous des êtres sociaux multisitués. Et je trouve qu'il y a une géographie sociale qui est en train d'émerger, que j'y tâtonne parce que j'interroge des sociologues divers et variés. Donc, même qu'il n'y a pas que Benoît qui est sociologue des territoires ruraux, il n'y a pas que moi qui est Emma. Et donc, on essaie, je crois, tous de dire, regarde,
regardez tout le champ. Il y a un champ. Là, il se passe quelque chose, par exemple dans le champ académique, que je trouve très intéressant. Il y a plein de sociologues qui travaillent sur un petit peu raconter plutôt les espaces de circulation. Le fait qu'on on est nombreux maintenant en fait à être des aides de circulation, à être ni figés ni ruraux ni urbains. Finalement, je pense vraiment ce qui nous définit, c'est plutôt notre classe sociale. Et on est beaucoup à naviguer, à être parti en ville, revenu, jamais à être revenu tous les week-ends, à habiter. On n'est pas défini par notre lieu de résidence, puisque en fait, c'est tous les mouvements qui nous définissent finalement. Donc, de même qu'on réside peut-être dans un coin qui va être catégorisé selon la statistique comme rural, on peut être amené à aller chez le médecin dans la petite ville d'à côté, à aller au cinéma à un autre endroit, à aller faire des études encore ailleurs. Et donc, je trouve que vraiment, de même que cette binarité des représentations sur les campagnes qui sont soit des représentations misérabilistes, soit des représentations romantiques, comme on l'a dit, ça passe sous silence plein d'autres strates de campagnes qu'on raconte finalement assez peu, et je m'inclus là-dedans parce que j'aimerais bien, pour aller un petit peu plus loin, commencer à m'intéresser à ces campagnes où vivent en fait la majorité. C'est le périurbain en fait. Là, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse mieux, en tout cas qu'on s'efforce, de même on s'efforce de rééquilibrer un petit peu les représentations sur les ruralités. Dans les ruralités, il y a aussi la majorité des Français vivent dans ce qu'on appelle le périurbain, qui sont finalement ni tout à fait de la campagne, ni tout à fait de la ville, et je trouve qu'en tout cas... qui est aussi mal médiatisé d'ailleurs. Il y a toute une gamme... Télérama en 2010 avait fait quand même celle qu'on appelle, voilà, qui a été caricaturée comme la France moche, alors qu'en fait, vraiment, c'est vraiment... Je pense que le périurbain, là, il faut s'y intéresser, parce que beaucoup des enjeux... l'aménagement du territoire, on ne va pas faire un cours d'aménagement du territoire, mais c'est quand même une catastrophe, comme ça a été vraiment capté par la métropolisation. Et là, maintenant, on est dans une logique d'assistanat et de compensation par des politiques un petit peu par programme et par action très sectorielles. Donc, on va faire un plan pour les cœurs de ville, un plan pour les cœurs de ville moyennes, un plan pour les cœurs de village, mais c'est très sectoriel et on n'arrive pas à prendre en compte le fait que les ruralités, c'est aussi l'espace ressources pour l'environnement, le développement durable, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'intéresse plus de parler de ça que mon propre regard, où finalement, oui, moi, je trouve, c'est un b.a.-ba, si je devais parler de moi, même si c'est pas ça qui est intéressant de parler de moi, c'est qu'au moins, les producteurs de représentation que nous sommes, sociologues, journalistes, communicants, entrepreneurs, il me semble que c'est un minimum symbolique, syndical, que de dire d'où on parle. Et de ne pas, on y reviendra ensuite, mais de ne pas surjouer un ancrage territorial, rural, pour mieux masquer notre distance sociale. Donc effectivement, maintenant, moi, journaliste au Monde, qui traite des ruralités, je vis à Paris, donc je ne partage plus les réalités rurales très diverses que partagent par exemple Benoît et Emma dans deux campagnes très différentes. Par contre, je peux parler de ces territoires parce que je travaille sur ces territoires. Donc tous les 15 jours, je suis en reportage. Et vous y restez combien de temps en général ? Ça dépend ça dépend de ce qui m'a été demandé. Est-ce que c'est un petit article, un gros reportage, une immersion ? Ça, c'est variable. Mais vous avez une méthodologie précise. En général, vous n'y allez pas pour l'après-midi. Non, ça j'estime vraiment que passer parce que là, on peut voir des fois dans des j'appelle pas ça des reportages télé ou radio, c'est plutôt du micro-trottoir, tendre le micro pour aller chercher ce qu'on pense avoir déjà calqué comme regard. Mais alors justement, c'est aussi une posture, l'urban gaze, et ce qui était intéressant pour vous poser la question du regard, c'est que vous êtes dans le Lot, Emma, et vous allez vers les rédactions parisiennes pour vendre vos sujets, et Camille, vous êtes dans une rédaction parisienne et vous allez vers les territoires. Il faut rappeler quand même que c'est un métier qui est largement concentré à Paris. 6 journalistes sur 10 sont basés à Paris, donc c'est un métier qui est concentré à Paris, là aussi sont concentrés les lieux de pouvoir, etc. Mais ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est que l'urban gaze, ça produit aussi ça. Des routes escarpées sur des kilomètres, rejoindre Majastre est un petit périple. L'un des plus petits villages de France est niché dans les hauteurs du parc naturel du Verdon. Alors ça y est, nous sommes enfin arrivés à Majastre. Pour l'instant, aucun habitant à l'horizon. On va les prévenir de notre arrivée avec cette cloche.
Nous les retrouvons en train de déjeuner sur la place. Au premier abord, on pourrait croire à un repas de famille. Mais en fait, presque tous les habitants de Majestre sont réunis autour de la table. Non, il manque une personne. C'est la bergère. La bergère, elle est en estive. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'année, vous êtes combien dans le village ? On est 5. La plupart sont retraités et les actifs doivent faire des kilomètres. En l'espace d'un siècle, la commune a perdu beaucoup d'habitants. La population a été divisée par 10. Alors, est-ce qu'on peut parler de la posture de ce journaliste notamment et une question à vous, Emma, est-ce que vous avez déjà remarqué ce genre de comportement, peut-être de confrères ou consoeurs urbains qui viennent couvrir votre territoire ? Oui, par exemple, je me souviens d'un article dans la presse sur lequel je suis tombée par hasard qui parlait d'une commune, Varère, juste à côté de chez moi, pour décrire... Alors, c'est vraiment, pour moi, de la paresse journalistique, parce qu'au lieu de décrire le village, le bourg, a juste dit c'est un village qui ressemble à un lieu de retraite pour les Anglais. Parce que, en fait, tout de suite, ça va évoquer tout un imaginaire autour des petits villages en pierre, etc. Il n'y a pas de retraite anglais dans cette commune, pas trop. Et en fait, voilà, c'est des petits raccourcis que je peux voir et qui sont en plus complètement faux, mais qui parlent à un imaginaire plutôt urbain, plutôt bourgeois, de gens qui considèrent les campagnes comme des territoires secondaires, parce que maisons secondaires, parce que c'est pour les vacances, donc c'est ressourçant, etc. Mais là, typiquement, qu'est-ce qui vous a fait rire dans cet extrait ? Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il sonne la cloche comme si... pour alerter les habitants de sa présence, quoi. Parce qu'il y a un côté un petit peu médiéval là, dans son traitement de ce village, quoi. On dirait un peu Astérix Obélix, les irréductibles gaulois là, qui sont dans leur petit village. Je trouve que ça alimente plein de fantasmes, en fait, qui ne sont pas forcément très représentatifs. Et donc, être sur place pour couvrir, comprendre et aussi connaître le territoire, ça apparaît aussi indispensable. Et c'est notamment le travail de la presse quotidienne régionale. Mais du coup, quel serait le rôle des médias nationaux par rapport à la PQR, Benoît ? Moi, je forme des étudiants en journalisme de PQR et l'enjeu, c'est de leur dire qu'en fait, ils peuvent traiter leur localité avec des sujets de fond. Et pour eux, c'est compliqué parce qu'eux-mêmes, ils sont soumis en fait à ce regard urbain qui porte sur leur village, qui regarde le village en fait à mesure qu'il est vu comme une réalité qui va disparaître. C'était déjà ancien, hein, même nous dans l'université, dans le monde académique, il y avait ce regard qu'on appelait folkloriste, c'est-à-dire l'époque où l'anthropologie dominait un peu les sciences humaines et sociales. Il y avait des grandes théories qui étaient faites sur la France rurale comme une civilisation de jadis appelée à disparaître. Et le problème, c'est qu'on ne faisait pas beaucoup d'enquêtes de terrain. Donc on revient aux mêmes questions en fait, qu'ont les journalistes. Et ceux qu'on envoyait sur le terrain, c'était souvent des jeunes, des précaires, la plupart du temps des femmes qui faisaient de l'ethnographie. Et on leur disait, va chercher les vieilles coutumes locales, les vieilles cultures. J'ai eu ça sur les terrains sur lesquels j'ai fait ma thèse. Où en fait, elles étaient là. Mais le problème, c'est que maintenant, on me demande d'interroger des traditions qui ont toutes disparu, alors que 70-80% du village travaille dans la grande ville la plus proche. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, la France aujourd'hui, c'est un petit pays qui est relié aux métropoles. Les ruraux, même ceux qui restent, ils sont tout le temps en train d'aller en ville et ils travaillent en ville. Donc en fait, c'est des ruraux le soir, des urbains le jour. Et tout ça, ça colle pas à l'image qu'on veut donner. Mais c'est aussi pour ça qu'on parle de la ruralité autant. C'est qu'aujourd'hui, on a ce cadrage qui domine, de la France Jean-Pierre Pernaut, comme on dit parfois, de ce retour en fait, du regard quasi muséographique et qui fait du clic. C'est-à-dire que quand vous regardez ces petits reportages-là, même ceux qui restent, même les gens de la campagne disent « Ah ben eux, ils savent quand même vivre. Avant, c'était comme ça, du temps de nos grands-pères. » Parce qu'on est tous dans une espèce de nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, une nostalgie qui peut être plus ou moins réactionnaire selon comment on le politise, comment on le cadre. Mais ça marche très bien. Ça marche très bien dans des périodes de changement où on nous dit que tout fout le camp, que plus rien fonctionne, que les gens ne savent plus vivre. En fait, on a ces espèces d'images d'Épinal, là c'est vraiment le cas, où le rural isolé est l'archétype du rural. Alors que comme on l'a dit avant, en fait, la plupart des ruraux, ils vivent dans des bourgs déjà, qui sont beaucoup moins champêtres et contemplatifs. C'est des espaces productifs où on travaille, où on est content quand ils construisent la 4 voies à côté, etc. Donc, mais tout ça, ça colle pas. Ça colle pas au cadrage. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu, parce que notamment dans la presse quotidienne régionale, mais aussi dans la presse nationale, à dire en fait, si vous voulez parler, il faut enquêter.
Et c'est ce qu'on dit aux étudiants, futurs journalistes, de dire proposez à vos rédacs, plutôt que de couvrir sans arrêt le loto ou d'aller interroger le maire. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui vont parler de ce truc-là, de quelqu'un qui est habillé dans les habits de la confrérie locale, qui promeut l'AOP du fromage du coin. Donc tout, en fait, est une question d'image sociale derrière. Non, allez enquêter vraiment sur la vie quotidienne. Regardez, faites un peu de stats, regardez dans quoi travaillent les femmes. Tiens, il y en a 40% qui travaillent dans l'aide à la personne. Pourquoi vous n'allez pas suivre des aides à domicile, par exemple, faire des reportages sur elles? Voilà, c'est un peu, en fait, regarder le réel, regarder le concret. Le travail de Benoît Coquart. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, tous les gens qui promeuvent cette image-là d'une vraie France, ils se targuent d'être beaucoup plus réalistes que ceux qui les critiquent. C'est-à-dire de dire, mais moi, je connais le vrai pays, la vraie France. Et à quoi ils se réfèrent? À une image, en fait, hyper travaillée, une ruralité Jean Lassalle, si on veut, qui est l'archétype du notable rural, qui se fait passer, en fait, pour plus populaire qu'un ouvrier, parce que simplement il a un accent et qu'il joue le rural. Alors je dis pas qu'il ment en le faisant, et c'est sa vraie personnalité, mais c'est quand même quelqu'un qui localement est un porte-parole qui s'est imposé par son statut social, par le fait qu'il est un notable, qu'il a été très tôt élu, etc. Mais ça a été aussi le premier qui a mis un gilet jaune au moment de la crise des gilets jaunes, et moi j'ai vu des jeunes ouvriers précaires mettre Jean Lassalle en photo de profil parce qu'ils se reconnaissaient dans celui qui osait endosser leur image. Donc on voit en fait comment là il y a un vrai besoin, à mon sens, de réel, mais en y allant frontalement, en enquêtant, en montrant. Et peu importe si ça cadre ou pas avec ce qu'on a envie de dire du pittoresque, quoi. Alors justement, vous parlez de personnages et j'aimerais qu'on aille en voir d'autres. Vous l'avez notamment beaucoup raconté sur votre page Instagram où vous faites une large recension de couverture médiatique, Emma, sur notamment des néo-ruraux ou des urbains qui viennent partager des initiatives dans les territoires. Donc j'aimerais juste qu'on regarde donc un reportage qui a été réalisé par la Dépêche du Midi sur 2 Parisiens dans le Lot-et-Garonne venus pour porter une initiative, la buvette voyageuse. Quand on arrive à la place du village, elle ressemble à ça. Et on en fait ça. Du coup là on est à Fieux. C'est une petite commune de 300 habitants où il n'y a plus de commerce. Il y avait des fêtes du village avant, mais maintenant il n'y a plus rien. Et en gros, nous, on vient avec le camion, on installe les tables, on prépare la bouffe l'après-midi et on propose à tous les gens du village de venir prendre un verre parce qu'eux, ils ont plus de commerce à côté, quoi. Val et moi, on travaille tous les deux ensemble à Paris, on adore aller au bar. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de communes où il n'y avait plus de commerce, plus de bar. Et donc on s'est dit, on part cet été, on monte une association. Et l'idée, c'est d'aller chaque soir dans une commune différente où il n'y a plus de commerce. Et du coup, c'est un peu de là où c'est parti. On s'est dit, on prend nos congés cet été. Et, on se fait tout le Lot-et-Garonne. Et donc on a fait 10 communes. Un des 10 départements était vraiment le moins de commerce, quoi. Et en fait, le Lot-et-Garonne, on a appelé plusieurs maires en Ariège, dans le Gers, etc. Et la première mairie qui nous a dit oui, c'était une mairie du département. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on se focus à fond sur le Lot-et-Garonne. Salut, j'aurais voulu 5 bières. 5 bières, ouais, bien sûr. Ça permet de se retrouver, parce que les gens sont de plus en plus éloignés, distants et tout, donc ça permet de se rapprocher, de se voir, de faire des connaissances, des rencontres. Et qu'est-ce qu'on a appris auprès des gens? Qu'ils n'aiment pas Paris. Ouais, déjà les gens détestent Paris. Paris fait peur. On leur donne pas envie, ça les gratte quand on dit qu'on vient de Paris. Et ils comprennent pas comment on va retourner là-bas en septembre, quoi. Et nous, on se demande aussi, quoi. On va voir, ça va être dur. Alors, qu'est-ce que ce genre de reportage, qu'est-ce que ça dit et aussi qu'est-ce que ça ne dit pas? Encore une fois, je veux pas critiquer l'initiative qui est très chouette par ailleurs de proposer une buvette ambulante, même si ça existe déjà. Quand une fête de village, pour un marché gourmand et tout, on déplie des tréteaux, la buvette, tout ça, l'itinérance des bars existe déjà à la campagne par ailleurs. Mais c'est vraiment toute la posture en fait qu'il y a derrière qui est extrêmement agaçante. C'est cette posture condescendante de jeunes, en l'occurrence, qui ont des noms à particules là, et qui sortent d'écoles de commerce, qui débarquent comme s'ils étaient en mission humanitaire. Vraiment, ils disent ça va être dur de repartir, à 2 doigts de dire ils ont rien, ils donnent tout, quoi. Et voilà, qui disent on a perdu de l'argent, mais nous ça nous tenait à cœur d'apporter du lien social. On dirait qu'en fait le lien social ne passe que par ceux qui font eux à Paris, c'est-à-dire les after-work, etc. Et donc, sauf qu'il y a plein d'autres formes de lien social à la campagne. Voilà, ils se vantent d'arriver dans des villages où il n'y a plus de commerce. Bon, là, ce village, en plus, c'est 300 habitants. Donc, ça se voit qu'ils connaissent très peu le coin parce que 300 habitants, qu'il n'y ait pas de bar, c'est pas hyper surprenant dans le Lot-et-Garonne.
Bon, voilà, c'est tout ça qui, je trouve, est très problématique. Encore une fois, c'est la posture, c'est le traitement. Vous parlez notamment de syndrome de sauveur dans votre article. Oui, voilà, parce que c'est un biais, je trouve, médiatique de toujours mettre en avant des gens qui arrivent à bien marketer leur nouveau concept ou leur proposition. Parce qu'ils sont super doués en com et tout. Et du coup, ils vont arriver avec des choses qui existent déjà, mais ils vont le remarketer, l'enjoliver. Et voilà. Et en plus, ils sont doués avec la communication. Donc, ils vont bien sûr davantage pouvoir être visibles dans les médias. Et c'est ça, en fait, qui est problématique. Parce que on va moins aller voir les bénévoles des fêtes de village qui, en fait... travailler gratuitement toute l'année pour proposer des activités. On va aller voir Xavier et Valéran qui, pendant leurs vacances, ont envie d'aller sauver les Lot-et-Garonnais. Camille, vous voulez rajouter Oui, mais il me semble que cette séquence, elle est très parlante de cette mise à l'agenda et politique et médiatique assez récente du rural, ce qu'on peut appeler, moi j'appelle ça de la rural mania. Ou du rural washing, enfin, c'est exactement ce que décrit très bien Emma. C'est-à-dire que là, on a le même phénomène qu'on a vu avec les quartiers, avant appelés cités, mais c'était trop péjoratif. On est dans une séquence médiatique et politique de mise à la mode du rural qui ne veut pas du tout dire qu'on en parle et qu'on les représente mieux. Encore une fois, on est toujours pris entre ces deux biais qui passent sous silence toute la complexité de ces espaces, où soit il faut que ça fasse du clic, il faut que ça fasse parler, donc ça clique mieux quand c'est misérabiliste ou quand c'est comme ça, romantique. Mais du coup, c'est comme cette guinguette, ça me fait penser aussi un petit peu dans l'équivalent institutionnel de tous ces programmes un peu appelés de revitalisation qui sont portés très récemment par l'État, où on va voir, il va y avoir des moyens qui sont donnés aux élus ruraux pour, s'ils veulent, ils vont demander des subventions pour ouvrir ce qu'on appelle par exemple des tiers-lieux, des manufactures rurales, qui en fait qui réinventent complètement l'eau chaude, plutôt que de donner des moyens à des services publics déjà existants, comme des centres sociaux qui sont des piliers locaux, des centres communaux d'action sociale, des associations qui existent déjà de tout temps et qui tiennent un petit peu les territoires, plutôt que de donner des moyens à ces structures existantes, mais un peu poussiéreuses. Finalement, c'est pas sexy un centre social, c'est vrai. On se dit pas, alors que en fait, ce qui compte, c'est les acteurs qui font tout ce qu'ils font comme activité, qui proposent en plus en connaissant de manière vraiment, ils connaissent leur territoire, ils connaissent leurs habitants, et donc on va arriver comme ça avec des trucs injectés d'en haut, de manière très descendante, qui sont plus sexy, qui savent exactement, qui maîtrisent les rouages et les leviers du marketing territorial. Donc, ils vont savoir faire des plus belles affiches, une plus belle mise en valeur que ces affiches un peu à l'ancienne de fêtes de village où c'est écrit dans une police de caractère à l'ancienne sur les ronds-points. C'est vrai que c'est peut-être moins sexy. Sauf qu'en fait, ça existe et c'est surtout accessible à tous. Parce que le problème de ce nouveau type d'événement marketé, c'est que c'est toujours, on en revient à la notion d'Emma d'Urban Gates, c'est souvent porté quand même par des classes privilégiées, souvent issues des villes, ou alors de la bourgeoisie locale si elles ne sont pas issues des villes. Le coût d'entrée n'est pas tout à fait le même. Les codes aussi véhiculés font que certains, même si c'est pas cher, vont pas forcément s'y retrouver parce qu'il y a des codes dont ils se sentent un peu exclus. Et tout ça, ça peut participer de ce qu'on appelle aussi une forme de gentrification rurale qui m'a travaillé aussi en fiction dans ce premier roman dont on parlait au début, voilà, parce que j'ai posé la question de l'arrivée avec un projet venu d'un urbain qui a des moyens, donc qui appartient plutôt à la classe bourgeoise et qui pense, et on ne remet pas en question encore une fois les bonnes intentions, je pense, des gens qui portent ces projets, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas d'abord dans je regarde l'existant et je vois comment je peux, voilà. Et donc voilà. Et est-ce que c'est le même phénomène médiatique un peu avec peut-être les néo-ruraux, Benoît ? C'est-à-dire ce qu'on vient de voir donc avec ce genre d'initiative. Oui. Là, ils sont un peu
l'emblème en fait du néo, qui d'ailleurs, on est venu au début pour la guinguette, et puis on a tellement craqué pour cette vieille bâtisse qui était pas chère après avoir parlé avec Madame le maire. Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'il peut y avoir en fait une vraie attirance pour l'arrivée de ce type de population dans certaines ruralités. Moi, j'entends des élus locaux qui disent à des néo-ruraux restez parce que ici, la population qu'on a, il n'y a pas trop de profils comme les vôtres. Pourquoi ? Parce que le maire appartient en fait à la bourgeoisie locale et est très content de voir quelqu'un de sa classe sociale débarquer de Paris qui lui ressemble et dit on a besoin de jeunes comme vous. Et il y a des néos qui vous disent en fait, moi je voulais pas spécialement être au conseil municipal, mais c'est l'équipe qui est venue me chercher parce que tout de suite j'arrive comme un dominant dans cet espace-là puisque je suis bardé de diplômes et généralement de capital économique. Donc là on parle des néo-ruraux, le haut des néo-ruraux, parce qu'en fait, dans les arrivées dans le rural, les gens qui ont ce profil-là ne représentent pas le gros des troupes. Le rural, avant tout, c'est un espace où s'intègrent ceux qui n'ont pas forcément les moyens de vivre en ville. Donc il y a beaucoup de personnes qui quittent les centres-villes et qui achètent loin dans le rural parce qu'ils n'ont pas pu accéder au périurbain et qui arrivent dans le rural. Et ceux-là ont des rôles, comme par hasard, beaucoup plus discrets. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu parce que même maintenant, il y a quand même chez les néo-ruraux, on est quasiment dans la phase 2, où ils vous écrivent pour dire on a fait une association de néo-ruraux, on aimerait vraiment renouer avec les classes populaires parce qu'on se rend compte qu'on a créé un entre-soi dans notre tiers-lieu artistique où finalement il n'y a que des bourgeois comme nous qui viennent, même s'ils viennent de très loin, on se retrouve dans un nouvel entre-soi, le même que finalement on a connu à Montreuil la première fois qu'on a déménagé. Enfin voilà, ce genre de choses, on le retrouve. Donc ils ont un regard déjà pré-critique. Mais là où le bas blesse, c'est quand on leur dit peut-être que au lieu que ça soit toi, que ça soit la guinguette de trucs et trucs, pourquoi en fait vous aidez pas juste un peu en backstage? Pourquoi vous repoussez un peu? Vous voyez bien les limites qui peuvent se placer devant l'accès en fait aux fonctions publiques des classes populaires locales, des femmes divorcées par exemple. En fait, c'est le manque de temps, le manque d'argent. Vous qui avez les deux, vous pourriez peut-être en fait aider à ça, mais sans vous mettre en avant. Et c'est là généralement où le bas blesse, parce qu'il y a toujours cette volonté de se reconstruire une identité avec l'appropriation du rural, de dire regardez, on en revient au début. Moi, je suis de la vraie France. Moi, je suis proche du peuple. Donc, je suis le white savior là dont tu parlais, mais en même temps, voilà, je vois bien que je peux me mêler à tous les milieux sociaux. Et ça, c'est quelque chose de très valorisant. Quand on monte en fait dans l'espace social, de dire qu'on peut être à l'aise partout, qu'on peut s'adapter, qu'on peut retourner à Paris, mais en même temps quand on est dans la campagne, on vit comme eux. Et voilà, je pense que c'est un peu ça qui se joue aujourd'hui, et c'est là où va y avoir, à mon sens, des petits accrochages politiques à un moment donné, qu'on a déjà dans certaines municipalités. Oui, totalement. Et ça traduit une lecture et aussi un biais narratif. On l'a évoqué plusieurs fois jusqu'ici, la romantisation. Mais en fait, voilà, c'est souvent donc, des regards qui sont binaires, qu'ils soient misérabilistes ou romantisés. La lecture des campagnes, elle va être souvent manichéenne. Donc on est soit du lieu arriéré et perdu, ou alors au décor figé, passéiste, ressourçant. On va regarder deux génériques d'émissions très populaires. Sunday kind of love. I love to last past Saturday night, and I'd like to know if it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. Alors donc. Là, on avait le premier extrait, Un dimanche à la campagne, et le deuxième, L'amour est dans le pré. Une question, est-ce que esthétiser la ruralité, comme c'est le cas ici, est-ce que c'est la dépolitiser ? Moi, je veux bien rebondir sur un dimanche à la campagne qui, je remercie, c'est un petit peu le déclencheur de toute ma réflexion parce que, bon, déjà, c'est Un dimanche à la campagne, porté par Frédéric Lopez, qui, je le rappelle, avant ça, faisait rendez-vous inter-inconnus, donc auprès des peuples Maasai au fin fond de l'Afrique. Très exotisant aussi. Très exotisant, très néocolonialiste, white savior aussi, etc. Et donc, il est passé de ça à, je crois, Nos terres inconnues, qui est aussi une autre émission où là, cette fois-ci, il va explorer les différents peuples de France, dans le Morbihan, etc. Et puis, pour finir, dans Un dimanche à la campagne. Et là, en fait, des formations, je pense, parce que ma mère est prof de géographie, j'ai toujours tendance à vérifier, en fait, d'où est-ce de ce qu'on parle, de sortir une carte. Et là, donc là, j'ai cherché. Et alors ?
Je n'ai pas trouvé. Et en fait, c'est pas du tout l'intérêt de l'émission. La campagne, pour eux, c'est juste un décor. En fait, ils se retrouvent avec 3 célébrités dans une maison avec du mobilier en rotin et des poutres apparentes. Ils s'assoient sur des bottes de foin et puis ils discutent parce que la campagne, c'est plus ressourçant. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est un décor. Ça va leur permettre de se livrer, de se confier sur leur enfance que de discuter autour d'une grange. Et en fait, ça, c'est déjà non seulement ça uniformise la campagne, mais ça en dit long. On le voit beaucoup sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je vais passer un week-end à la campagne ». Ils ne précisent pas où. Enfin, personne ne dit « je vais passer un week-end à la ville ou dans une ville ». On précise laquelle. Et puis là, en l'occurrence, ça doit être à une demi-heure de Paris. Et puis, ce qui m'agace profondément aussi, c'est vraiment de présenter cette campagne comme ultra romantique. C'est un petit peu, ça ressemble un peu au décor des rom-coms de films de Noël, là où il y a une citadine qui débarque avec sa valise dans son village natal et qui tombe amoureuse du bûcheron. C'est le cliché. Et voilà, c'est toujours cette maison est très jolie. D'ailleurs, on y accède en barque. Voilà. Bon, je sais pas où c'est. Et en fait, ça va être, il y a aucune personne qui ne vit là. En fait, c'est pour ça que je dis encore que c'est juste un lieu, un décor un peu flou, pittoresque. C'est un espace social. Mais il n'y a pas d'habitants. Ça va être juste ces célébrités avec Frédéric Lopez. Et voilà, cette vision, encore une fois, de repos. Il n'y a pas de travail à la campagne. Le travail se fait en ville, le savoir est produit en ville, la production se fait en ville, et la campagne, c'est juste un endroit où on va de temps en temps pour se ressourcer, pour se reposer. Camille ? Oui, moi, il me semble que pour aller plus loin dans ce que ça... On en revient toujours au fait que maintenant, une grande majorité de Français entretiennent malgré eux un rapport fictionnel aux ruralités qui sont racontés et produits par les médias, les politiques, les communicants. Donc finalement, c'est... les ruraux eux-mêmes peuvent intégrer un regard qui a été structuré par d'autres qu'eux. L'autre fois, j'ai été invitée d'une émission où je me suis retrouvée un peu prise au piège peu importe l'émission, où en fait le journaliste qui m'interrogeait est allé faire un micro-trottoir de, je pense, 1 heure dans un petit village francilien, et où les ruraux, les habitants de ce village avaient effectivement dit que des poncifs. Et donc le journaliste me disait, mais vous voyez, on s'ennuie, il le dit, on consomme beaucoup de drogue, il le dit. Mais donc c'était assez frappant dans ce que ça disait, c'est-à-dire que le journaliste pensait avoir raconté les campagnes en allant tendre son micro 1 heure au bout d'une ligne de RER. C'est parce que ça pose aussi la question des moyens qui sont donnés au contexte de production de l'information. On en revient à cet éternel débat de pas de meilleure représentativité sans moyens sans temps donné aux journalistes et aux producteurs de représentation pour aller enquêter, passer du temps machin. Ouais, voilà. Et donc le nerf de la guerre, c'est les moyens qui vont être donnés à la production des représentations, que ce soit des productions journalistiques ou fictionnelles ou sociologiques, etc. Et moi, si on va plus loin dans ce que ça traduit, ce qui m'interroge plus en ce moment, et je pense que c'est l'étape, là, la séquence dans laquelle on est entré, parce que ça, c'est presque caricatural au point que maintenant on peut identifier. Enfin, je pense que tout un chacun est capable d'identifier à quel point c'est caricatural. Ce qui me semble un peu plus insidieux dans la séquence dans laquelle on est entré de ce que j'appelle de rural mania, c'est, comme je disais tout à l'heure, on est un peu dans cette même séquence qu'il y a eu avec les quartiers populaires après les émeutes de 2005, où a émergé un problème social. Et donc, quand émerge un problème social, il faut des porte-paroles. La société, les politiques notamment, veulent des porte-paroles, ce qu'on appelle, c'est un peu jargonnant, mais je trouve l'expression intéressante, des entrepreneurs de cause. Or, donc, entrepreneur de cause, c'est Joseph Gustfield, un sociologue qui montrait que dès qu'un problème social émerge, il va y avoir une bataille, une sorte de croisade symbolique entre acteurs pour en parler. Donc là, les ruralités, on est en plein dans ce moment où plein de communicants
sur des secteurs scolaires ou alimentaires, vont vouloir dire « je suis le porte-parole de la ruralité ». Or, souvent, ce qu'on remarque, et c'était pareil pour les quartiers populaires, c'est que ces autoproclamés entrepreneurs de cause surjouent un ancrage territorial lointain, vécu ou parfois même fantasmé, pour passer sous silence le fait que socialement, ils font partie des classes privilégiées, que tout les avait préparés et conditionnés socialement à partir de ces espaces pour aller faire des études dans des grandes métropoles. Et finalement, c'est toujours ceux qui habitent les espaces qui ne sont pas amenés à pouvoir en parler pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc il me semble que c'est un peu... Parce que ce qu'on a vu comme image, c'est vraiment... voilà, c'est caricatural au point que je pense que même c'est stéréotypé. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Ouais. Du coup, donc ces images qu'on vient de voir, elles incarnent vraiment des stéréotypes que vous dénoncez. Et par exemple, dans votre livre, Sous leurs pas les années, est-ce que vous n'avez pas eu peur de aussi reproduire des stéréotypes? J'explique pour les personnes qui nous écoutent. On a donc deux personnages, Jess et Constance, qui donc ont grandi dans un même village, un hameau même, et une part à Paris donc pour devenir présentatrice d'émissions, l'autre est monitrice d'auto-école. Ces deux visions-là, voilà, est-ce que vous n'avez pas eu peur de tomber aussi dans ces clichés? Alors bien sûr, c'était au cœur de mes questionnements. J'ai voulu vraiment, parce que ce qui m'a obsédée, c'est la question des perceptions et des projections dont on est là en train de parler. Donc j'ai voulu faire de Constance cette fameuse figure de l'entrepreneur de cause dont je viens de parler, c'est-à-dire la personne qui avait toutes les conditions sociales pour aller faire des études dans la grande ville, pour faire une carrière, être surdiplômée, donc finalement être du côté des ultra-dominants, et qui, une fois arrivé là, profite d'un contexte, donc la crise des Gilets jaunes par exemple, pour capter le discours. Donc il me semblait vraiment intéressant de travailler en fiction sur ce qui est en train de se passer, et de travailler à travers aussi des points de vue internes. C'est pour ça qu'au début, elle ne dialogue pas du tout. À travers le point de vue interne de Jess, qu'elle peut ressentir à être parlée par une autre qui n'appartient plus du tout à ses réalités, et comment Constance, elle, se vit et regarde et pense, elle pense toujours en fait être légitime pour parler à la place d'eux. Donc je trouvais ça vraiment, je trouve que la fiction est aussi un espace assez intéressant pour travailler ces questions-là de production. C'est des questions de production symbolique qui sont... parce que finalement, la matière... Il y a trois formes de matière. Il y a la matière physique, le bâti, les routes, la matière sociale, le vécu, et la matière symbolique, je trouve, qui est au cœur de nos échanges. Et la matière symbolique est souvent captée par ceux qui n'appartiennent plus à la matière sociale et à la matière physique des espaces. Donc là, à défaut de pouvoir, parce que l'étape d'après, mais je doute qu'on puisse collectivement y arriver, médias et politiques, serait de permettre à ceux qui vivent la matière sociale et physique de parler pour eux-mêmes, de produire leur propre symbolique. Mais donc, la seule chose qu'on peut faire, nous, en tant que journalistes ou sociologues, c'est porter leur parole au maximum et la porter de la manière la plus respectueuse et juste possible, et donc ne surtout pas produire des espaces de caricature comme ceux qu'on voit. Mais alors, précisément aussi, cette espèce de caricature tombait aussi un peu dans la fiction. On était sur un générique, après c'est des images qu'on peut tout de même retrouver dans les colonnes. On a vu d'autres agriculteurs médiatisés très récemment, donc, parce que là, on les voyait du coup dans le générique de L'amour est dans le pré. On a vu d'autres agriculteurs cette semaine précisément, parce que donc, les campagnes sont aussi racontées à travers des thèmes bien précis, notamment donc, les faits divers, le RN, la météo et donc les agriculteurs. Cette semaine, elles ont fait la une de l'actualité. Donc voilà comment les médias ont parlé de la mobilisation et de la dermatose noculaire. Carbone, Haute-Garonne, autoroute A64. Regardez cette carte, voilà où nous sommes ce soir, voilà où nous avons installé le plateau du Forum BFM. Vous avez l'habitude de l'arène en studio. L'arène, nous l'avons recréée ce soir avec l'aide des agriculteurs, évidemment, avec ces bottes de paille qui sont installées sur l'autoroute A64, littéralement. Vous, votre objectif aujourd'hui, c'est de mobiliser les troupes pour que la mobilisation, elle s'inscrive dans le temps ? Oui. Ils n'ont pas de chance parce que nous, la patience, on sait ce que c'est, les éleveurs, les agriculteurs en général. On sait attendre qu'un veau grandisse, on sait attendre qu'une plante pousse. Donc en fait, on va rester là
jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Je voudrais quand même aujourd'hui en tant qu'agriculteur, on ait tous une pensée aux agriculteurs qui sont en Ariège, aux agriculteurs qui se sont fait abattre leurs troupeaux les semaines qui ont passé. Troupeaux touchés par la dermatose. Par la dermatose nodulaire, c'est ça. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a votre papa qui est là, que c'est une ferme familiale, un héritage. Vous-même, vous voulez transmettre cette ferme à vos enfants. S'il y a ces 4 DNC, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Mais peut-être soit on arrêtera ou je ne sais pas. C'est difficile à dire. Monsieur, vous êtes le papa de Christian. Vous aussi, là, c'est poignant ce qui se passe. On entend, il y a une pudeur dans vos mots, mais une tristesse dans votre regard. Eh oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on est triste. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cadrage ? Camille, vous avez levé les sourcils aussi. Oui, je vais peut-être distribuer un peu la parole. Non, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu... on est un peu dans les affects, la journaliste part direct sur c'est poignant, elle impose déjà le ressenti aux téléspectateurs alors qu'on est vraiment sur une crise sociétale extrêmement complexe qui touche à une politique agricole ancienne qui n'est pas expliquée. Enfin, on n'explique pas, il me semble que ça dépolitise parce que le cadrage est court, qu'il faut raconter l'essentiel. Donc on est sur c'est triste, c'est dur, oui, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre que oui, c'est dur la situation. Enfin, pourquoi on ne va pas expliquer pourquoi on en est là, les causes et les racines de cette crise agricole. Oui, et puis encore une fois, les partis qui vont bénéficier de ce traitement médiatique, ça va être plutôt la droite, l'extrême droite, parce que c'est un petit peu un marronnier que de voir des politiques. Là, on voit qu'ils confrontent un agriculteur à Jordan Bardella, qui a l'air hyper compatissant en face de lui, mais c'est un marronnier. On voit pendant le salon de l'agriculture, il y a toujours eu des politiques qui se sont emparés de la question agricole juste pour montrer qu'ils sont proches du peuple, des petits blancs pauvres, etc. Et encore une fois, il y a toujours un traitement qui homogénéise l'agriculture. Alors là, je pense que ça a dû sortir de toute l'image qu'il pouvait avoir de l'agriculture, le fait de voir pour cette crise que la coordination rurale se retrouvait sur les barrages avec la Confédération paysanne. Parce que voilà, on a d'un côté un syndicat qui est plutôt affilié à l'extrême droite et un autre qui est plutôt affilié à des partis de gauche. Et c'est là où ça sort complètement de leur cadre et de leur prisme. Et en face, il y a la FNSEA qui est plutôt favorable à l'abattage et au traité de libre-échange, parce qu'en fait, la FNSEA, et ça, c'est ce qu'on représente moins dans les médias, les leaders de la FNSEA sont plutôt des dominants, des privilégiés dans le monde agricole. Et là... c'est pas du tout explicité en ces termes. Voilà, on va toujours retrouver les mêmes images, mais qui vont servir un discours, je pense, plutôt de droite. Après, là, évidemment, c'était quelques extraits. On en a parlé toute une semaine. On n'a pas pu faire une recension globale en 2 minutes de montage de toute la couverture médiatique de cette crise. Benoît, vous voulez aussi rebondir sur cet extrait ? Celui-là et peut-être tous les autres avant, en fait. J'ai l'impression qu'on enchaîne différentes formes de violence symbolique depuis tout à l'heure. Il y a ce côté campagne contemplative qu'on avait vu pendant le Covid, où vous aviez des carnets de confinement qui étaient écrits par des gens qui avaient des résidences secondaires, qui étaient très aisés, qui emmenaient leurs bonnes, les aider, et puis d'autres, en fait, qui vivaient, je dis violence symbolique, parce que quand on entend parler de la campagne de manière contemplative et que soi-même on galère à ce moment-là en campagne, c'est difficile à entendre. Et tout le revival rural, le retour à la campagne, le fait qu'aujourd'hui vous avez plein de néos qui veulent s'installer, moi je le vois dans mon entourage ou chez les personnes que je vais interroger, il y a vraiment ce côté, mais eux en fait ils peuvent se permettre de se la couler douce ici où nous-mêmes on galère.
où nous-mêmes, il y a de moins en moins d'emplois, il y a plein de contraintes. Si on pouvait aller ailleurs et vivre mieux, on le ferait, mais on est plus ou moins, on n'a pas choisi forcément de grandir ici et d'y être. Tous ceux, ou d'autres, en fait, qui peuvent aussi se targuer d'être vraiment enracinés quelque part, de génération en génération, et de parler la langue locale et de patrimonialiser un héritage. Tout ça, c'est des formes de violence symbolique vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas se permettre ça. L'autre violence symbolique, après, comme tu en parlais, c'est de se dire qu'il y aura toujours des porte-paroles, que ça soit des Bardella ou des entrepreneurs de cause, qui vont pouvoir dire « nous, les ruraux », de manière très fine, très ajustée à ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quand ils disent « nous, les ruraux », ils peuvent quasiment dire « nous, les classes populaires », alors que si on leur demandait la profession de leurs parents, en fait, la sanction tomberait directement. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui partagent les mêmes conditions de vie et les conditions de classe, mais en se revendiquant de cette ruralité, ils ouvrent, en fait, non seulement eux, ils s'ouvrent une carrière politique, ou une carrière tout court, parce qu'on peut dire je vais pouvoir parler au nom d'eux, mais le porte-parole, c'est un peu la maraude de la science politique, mais il travestit, il trahit. Et c'est son rôle, c'est sa fonction. Alors, il y a toujours et juste pour finir là-dessus, ça implique toujours une dernière forme de violence symbolique, qui est de donner le change. Quand vous interrogez les ruraux aujourd'hui, de plus en plus, ils vous disent « est-ce que j'ai bien répondu ?» Moi, je raconte, je ne sais plus si je le dis dans le bouquin ou ailleurs, mais à un moment, un micro-trottoir juste après premier tour de l'élection présidentielle dans un village où Marine Le Pen avait fait un score éclatant. Il y a quelqu'un qui est interrogé, que je connais bien, qui n'a pas été voté, qui ne vote jamais. Et en fait, la journaliste lui tend le micro, elle est habillée comme une journaliste parisienne. C'était des scènes qui pourraient être sorties d'ailleurs de ton livre. Mais où il dit j'ai bien voté, j'ai voté Marine. Parce qu'en fait, il voit que c'est ce qu'on attend de lui. Donc en fait, il donne aussi le change, comme ces habitants qu'on a vus avant, comme les agriculteurs qui sont là devant vous, où ils savent en fait qu'on vient les regarder comme l'agriculteur en fait qui est quasiment là, on a l'impression au bord du suicide. Et je nie pas que c'est une des professions les plus soumises à ça, mais simplement il faut, là pour le coup, il y a une imposition de problématiques où les gens sont prisonniers du récit qu'on a cadré sur eux. Alors, merci pour cette transition, parce que j'aimerais qu'on aborde maintenant la manière dont on instrumentalise ces territoires. On a analysé les biais jusqu'ici, thématiques, narratifs, etc., présents encore aujourd'hui dans les médias, et on constate que donc, les campagnes sont aussi récupérées dans les discours politico-médiatiques. Certains médias s'auto-proclament porte-parole des campagnes, souvent conservateurs, présenter donc ces territoires comme la vraie France, éternelle, fracturée, on va en parler, et en colère, un narratif qui fait le fonds de commerce du Rassemblement national. Depuis plusieurs jours maintenant, on entend qu'on n'en fait pas assez pour les banlieues, et c'est ce manque d'investissement, de considération qui aurait poussé ces jeunes émeutiers à commettre leur acte, sorte de cri du cœur. Enfin, pardon, mais il y a eu 14 plans en banlieue ces 40 dernières années, et ce sont donc des milliards et des milliards d'euros qui ont été injectés. Pas forcément aux bons endroits, certes, mais tout de même. Pouvez-vous, Romain, par exemple, me citer un plan pour nos campagnes? Impossible. Peut-on citer un plan, un seul, pour ceux qui vivent dans ces zones reculées, sans médecins, sans couverture téléphonique, où les commerces ferment au profit de grands pôles situés à la sortie des villes? Cette France, elle existe et on n'en parle jamais, alors même que, par exemple, le niveau de vie de ses habitants est moins important que dans les banlieues, selon l'Observatoire des inégalités. Il n'est pas question ce matin, bien évidemment, Romain, d'opposer les Français les uns aux autres, non, mais de parler de tout le monde et des oubliés, donc éviter que certains ne se sentent délaissés au bord de la route. Aujourd'hui, quand on entend certains jeunes de banlieue chialer toute la journée, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ils ont des salles de sport, ils ont des médiathèques, ils ont des lycées à côté d'eux, ils ont les facs à côté d'eux, ils ont les transports en commun et ils ont la passe Navigo gratos. Le jeune des zones rurales, il n'a pas eu 50 milliards de l'ANRU. Il n'a pas les 1514 quartiers politiques de la ville. Chaque année, c'est 10 milliards d'euros qu'on donne à la politique de la ville. Pourquoi faire? Pour qu'il y a encore 2 ans, ils brûlent tout. Donc moi, je suis désolée qu'on s'occupe aujourd'hui de nos jeunes ruraux et qu'on leur permette de continuer de vivre dans leur milieu rural qui leur plaît, qu'on arrête la métropolisation et qu'on parle un petit peu plus de ces jeunes-là au lieu de parler et de donner tout aux jeunes des quartiers. Benoît, cette obsession, du coup, pour la fracture eux et nous, à qui ça profite?
Il y a juste à regarder, là. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas besoin de commenter, mais c'est intéressant quand même les plateaux pour ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une tendance qu'il y a de manière générale à jouer le peuple, à jouer le populaire, sur des plateaux en fait composés de gens qui eux-mêmes sont généralement des journalistes ou des porte-paroles qui sont très centrés en ville. Et donc aller tout le temps jouer cette opposition-là, c'est aussi eux, encore une fois, une manière de se poser du bon côté. Bon, évidemment aussi que ça rentre dans un agenda politique qui n'est pas n'importe lequel, qui n'est pas neutre du tout, en fait, sans arrêt stigmatiser en fait, les classes populaires racisées, les classes populaires issues de l'immigration, pour défendre des classes populaires prétendument plus blanches, parce que là encore, s'ils y allaient, ils verraient qu'il y a des cités dans les campagnes, que ces cités, elles ont été peuplées de travailleurs immigrés, mais justement, c'est pas que des petits blancs, tout est plus compliqué. Cette manière d'opposer bourg vs tour, en fait, c'est un impensé médiatique qu'il y a aussi des tours dans les bourgs, c'est un impensé médiatique. Oui, mais par contre, la façon de les opposer a été très pensée, quoi. A été très pensée, a été bien amenée, elle est portée politiquement, elle va être dans les débats des présidentielles, elle revient sans arrêt. Donc tout ça est bien calculé et fonctionne, et on voit qu'en fait, de l'autre côté, la gauche aussi s'empêtre là-dedans, en fait. Parce que là encore, elle subit. Disons qu'elle a un cadrage qui est celui-ci, qui vient plutôt de la droite, qui est imposé d'ailleurs. Elle essaye en fait de se dépatouiller là-dedans. Et bon, après, il y a aussi des enjeux de distance sociale, de comment on envisage ces territoires-là. Parce qu'à force de dire qu'en fait, c'est la France oubliée, c'est aussi la France du RN, qui du coup est le parti des oubliés. Tandis que d'autres seraient le parti de l'étranger, il y aurait le parti des invisibles oubliés. Ben, si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas trop la politique, qui ne se renseigne pas trop, de votre bon sens, vous guide plutôt à dire je vais plutôt aller vers ceux qui défendent les oubliés, les petites gens. Ben, ça tombe bien, c'est le RN. Donc là, on ne parle pas de son programme politique, etc. On dit juste qu'il est du bon côté. Et donc je trouve que c'est très habile, en fait, et le matraquage, de toute façon, médiatique est plus fort que 3-4 livres de sociologie ou des reportages de terrain, malheureusement, quoi. Enfin, là, où il y a une vraie lame de fond qui s'est construite, quoi. Emma, vous voulez réagir ? Je rejoins totalement les propos de Benoît et même de Camille juste avant, mais et je pense même que à force de ressortir ce discours, on en oublie que en fait ça va être les petits barons locaux, les leaders politiques locaux des campagnes, en fait, qui vont aussi récupérer ça. On le voit avec, je pense à la coordination rurale parfois, qui va jouer sur un folklore, sur une image des oubliés et tout, qui vont en fait reproduire cette image, cet imaginaire du petit blanc qui galère et qui bosse, quoi. Il y a toujours aussi cette valeur travail. On a l'impression que les immigrés ne travaillent pas, etc. Et vous, selon vous, les campagnes, elles ont été mises à l'agenda des médias conservateurs ? Oui, je pense clairement. Enfin, là, c'est la preuve de... Oui, il y a complètement une récupération politique des territoires ruraux et ça arrange bien l'extrême droite et la droite. Mais je pense aussi qu'il y a une grosse remise en question à avoir au niveau de la gauche qui va partir du principe que c'est plus très intéressant de s'intéresser à cette population-là qui vote RN par pur racisme. Enfin, il y a aussi des gros raccourcis qui sont faits à gauche et de penser que toutes les campagnes, en fait, cette pseudo-fracture territoriale dont on parlait après les élections européennes, ont montré des cartes, les campagnes qui votent à gauche, les campagnes qui votent à l'extrême droite, les villes qui votent à gauche. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je prends l'exemple du Lot qui vote à gauche, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a des dynamiques historiques, culturelles, agricoles qui sont différentes je pense pas, peut-être le département où vit Benoît Coquart ou d'où est originaire Camille. Donc là on a affaire vraiment à une récupération sans précédent. Enfin, si, il y a toujours eu, mais là de l'extrême droite qui s'engouffre là-dedans. Et en parlant de récupération, Camille, à une table ronde du festival Les Pluies de Juillet, vous partagiez que chaque jour vous recevez des sollicitations de communicants justement sur votre bureau. Alors, qui sont ces acteurs ? Est-ce qu'ils ressemblent à ceux qu'on a vus à l'instant ? Et aussi, quelles peuvent être leurs motivations ? Oui, alors il y a encore d'autres acteurs. Là, bien sûr, c'est la partie de la récupération, je dirais, la plus visible et la plus inquiétante.
mais qui quelque part agit à visage découvert pour peu qu'on soit capable d'identifier qu'il y a une volonté de récupération. Donc ce matraquage binaire entre une France blanche, rurale, prétendument oubliée et délaissée par l'État versus, donc c'est le matraquage vraiment de la rhétorique de la concurrence victimaire versus une France des tours qui serait assistée, suraidée par l'État, etc. Qui en plus est faux. Déjà, juste là-dessus, je pense qu'il y a une responsabilité très importante des médias. Donc, parce que depuis tout à l'heure, on dit les médias. Moi, je me vis pas. Je suis représentante d'un média, mais je me vis pas faisant le même travail que les médias dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité des médias, on va dire, progressistes, à rappeler face à ces instrumentalisations, la seule chose que nous pouvons faire, nous, journalistes, on va dire progressistes, à rappeler les faits. Et les faits qui sont qu'il y a des politiques redistributives qui sont certes améliorables, l'aménagement du territoire, je pourrais en parler des heures, c'est pas l'objet, mais est certes très responsable aussi de la situation dans laquelle on en est, c'est-à-dire qu'après, on va dire des années jusque dans les années 60-70 où il y avait la DATAR qui était vraiment une politique d'aménagement plutôt bien répartie. Il y a eu toute cette phase, donc à partir des années 80-90, puis la crise économique majeure en 2008 avec la métropolisation, la révision générale des politiques publiques, donc le fait qu'on a vraiment... En fait, on a tracé le boulevard politique pour en être dans la situation dans laquelle on en est aujourd'hui de récupération. Maintenant, charge à nous de rappeler les faits qu'il y a quand même des politiques, des logiques redistributives entre les régions, que l'État donne ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement à toutes les collectivités, à toutes les communes, que les territoires ruraux ont des dotations spécifiques qui ont des acronymes certes affreux, mais qu'ils existent. Et en fait, toute cette complexité administrative aussi, qui n'est pas assez racontée, alors qu'elle vient contredire quand même tout ce discours abandonniste. Voilà. Donc là, j'ai rebondi sur les images qu'on voyait. Et pour en venir donc à votre question sur les sollicitations peut-être plus difficiles à caractériser d'un point de vue politique, oui, de fait, dans ce moment que j'appelle de Rural Mania, je reçois pas mal d'invitations à des tables rondes, dont ce sont soit des communicants, soit des instituts de sondage assez récents, soit des entrepreneurs qui réunissent un peu. Et donc, ce que je remarque, c'est que sous des airs de s'intéresser au rural, il y a quand même toujours un prisme qui, in fine, est assez politique. Donc moi, évidemment, que ce qui me sauve, c'est d'être journaliste, donc je refuse à chaque fois pour la même raison, c'est-à-dire que c'est pas mon métier que d'aller faire une table ronde avec des communicants. Mais par contre, en tant que journaliste, ça m'intéresse de sonder là ce qui est un petit peu en train de se passer, dont je parlais tout à l'heure, d'une espèce de récupération par des gens dont ça sert finalement des intérêts lucratifs qui vont pouvoir faire ensuite sur du marketing territorial de la ruralité qui va être souvent fantasmé. Soit ils vont faire du marketing sur une ruralité misérabiliste en disant on va permettre à des gens de la France périphérique de s'en sortir, soit ils vont faire du business lucratif sur une vision romantisée. On l'a vu avec les deux entrepreneurs de la buvette, là, en disant c'est joli quand même, mais il leur manque plein de trucs, donc si on leur apportait l'eau chaude, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours finalement des intérêts lucratifs ou politiques derrière. Donc c'est pas neutre, quoi. Voilà. Donc moi, je fais gaffe je décline ces propositions parce que mais par contre, c'est intéressant de voir que je dois faire œuvre de pédagogie. C'est-à-dire que je préfère pas nommer les structures, mais c'est des structures qui peuvent être associatives, para-institutionnelles, communicantes, et qui me disent « Ah, mais vous, vu que vous traitez les ruralités, on aimerait beaucoup vous avoir. » Donc, moi, je suis tout de suite consciente du biais, c'est-à-dire que je leur servirais de caution. C'est-à-dire que le monde, la représentante des ruralités au monde viendrait, si j'y vais, c'est-à-dire que je dis « Oui, ça, c'est une bonne initiative. » Donc déjà... Donc je ne peux pas, en fait. Donc je fais très attention dans les sollicitations qui me sont faites à celles où je réponds favorablement. Donc je réponds favorablement à des
confrères et consoeurs pour des sollicitations journalistiques, mais pas à des communicants ni à des politiques. Voilà. Benoît ? Je me dis depuis tout à l'heure aussi qu'on a quand même un prisme, nous aussi, là on est en train un peu de taper CNews, Sud Radio, enfin voilà. En gros on dit les ruraux sont récupérés par les forces conservatrices. On peut comprendre pourquoi, en fait. C'est parce qu'eux, ils ont peur des classes sociales. Donc une alliance entre les classes populaires urbaines et rurales et périurbaines et de partout fait évidemment peur, de ce point de vue-là, à quelqu'un qui a des convictions politiques de droite, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc il faut jouer de ce prisme territorial pour diviser une éventuelle union des classes populaires. Mais aussi de l'autre côté, en fait, qu'est-ce que proposaient et qu'est-ce que proposent ceux qui disent défendre les classes populaires en politique de la ruralité ? Parce que c'est quand même pas la même chose de vivre en ruralité et en ville. Et je trouve qu'il y a une séquence, c'est toujours dans les moments de crise et dans les moments où ça chauffe un peu que ça se révèle. Quand il y a eu les Gilets jaunes, le premier jour des Gilets jaunes, personne n'osait se positionner à gauche. Et puisqu'on est en train d'analyser ici les médias, j'avais écrit un compte-rendu d'observation du premier jour des Gilets jaunes, parce que je me retrouvais sur le terrain à étudier ça, enfin bref, peu importe. Et il n'y avait pas de journaux qui voulaient le publier. Dans les journaux, on va dire, plutôt progressistes. Et j'avais reçu un mail comme ça d'un rédacteur de la magazine, on va pas nommer, mais qui dit « Tous ces beaux adorateurs de leur bagnole, moi je vais au vélo, je vais au travail en vélo. » Il habite à côté d'ici. Donc il vient en vélo à la rédac, tant mieux. Mais il dit en fait, je ne vais pas les défendre, ces nouveaux bonnets rouges, ces réacs anti-impôts, anti-État. Finalement, c'est le peuple. Pour lui, c'était des gens de droite. Et à la limite, c'est pas. Je veux dire, moi, je dirais peu importe. Déjà, ça vaut le coup au moins d'analyser et de comprendre comment ça se fait que des gens qui gagnent le SMIC votent à droite. Je trouve ça intéressant quand même à comprendre pour quelqu'un qui se dit plus ou moins de gauche. Et par ailleurs, il y avait un vrai mépris de classe en fait envers ces personnes-là, et qui était un impensé parce que, voilà, la gauche a commencé à comprendre qu'il faudrait peut-être arrêter notamment le racisme, les préjugés raciaux, ethno-raciaux, mais il y avait encore un level, un pas supplémentaire à faire pour dire qu'il restait du mépris de classe en fait à l'égard de ces populations-là. Donc forcément qu'en fait la droite a un boulevard, et moi ce que j'essaye d'expliquer, c'est comment en fait tous ces gens-là sont tombés dans l'escarcelle de l'extrême droite, aussi par rapport au vide, à la trahison qu'il y a eu en face, parce qu'ils ont pas toujours en fait bercé là-dedans. Mais aujourd'hui, leurs défenseurs autoproclamés n'ont pas de concurrents. C'est ça qui est intéressant. Ou alors, comme on dit, des espèces de formes de porte-parole là, qui de toute façon ne vont pas parler aux véritables populations dominées des campagnes, parce qu'elles vont bien voir, rien que dans les corps, dans les habitudes, dans les manières de parler de ces personnes-là qui vont prétendre les représenter, que c'est pas eux. Alors qu'au moins, Le Pen, père, fille, maintenant Bardella, ne prétendent pas d'être comme toi, comme nous, comme eux. On sait que, voilà, mais ils parlent au nom de nous. Ils parlent, ils n'ont pas honte de nous, etc. Donc tout ça, ils l'ont affirmé. Alors que personne en face ne proposait un contre-récit. Et je pense que c'est ça qui est important aussi. D'ailleurs, c'est quand même intéressant qu'on n'ait pas vraiment en fait, de médias qui voudraient en fait, défendre politiquement les ruraux, mais pas dans la version de la droite. On n'a pas ça vraiment à montrer, parce qu'il y a des lacunes de ce côté-là, quoi. Emma ? Je rejoins 100% Benoît. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé la recension des représentations médiatiques sur les réseaux sociaux, je me suis intéressée principalement aux médias de gauche ou progressistes, puisque, oui, ce qu'on voit sur CNews, effectivement, Le Figaro, c'est toujours, bien sûr, La France éternelle, mais c'est en s'intéressant aux médias de gauche, je trouve qu'on apporte vraiment une autocritique à ces partis qui défendent les classes populaires. Okay. On a essayé d'analyser un tournant médiatique. Alors, vous parliez de Ruralmania tout à l'heure, Camille, donc je suppose qu'on est peut-être dans un tournant médiatique ? C'est compliqué, il me semble, d'affirmer quelque chose quand on est en train peut-être de le vivre et d'en être partie prenante. Parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, on est 3 porteurs et 3 producteurs de représentation. Donc, on est jugé partie, c'est ça. Et depuis tout à l'heure, on dit ce vœu pieux, mais qui serait que, en fait, ceux dont on parle depuis tout à l'heure puissent parler pour eux-mêmes, mais c'est pareil en politique. Idéalement, mais on n'arrivera hélas pas à résoudre ce problème de représentativité, de manque de représentativité, que les classes populaires, que des ouvriers puissent parler pour eux-mêmes à l'Assemblée nationale, dans des ministères ou dans des grands médias. On sait le serpent qui se mord la queue. À défaut d'eux, on peut essayer, en tout cas,
je crois, s'évertue à être dans un rééquilibrage progressif. Je crois que dans nos domaines divers et respectifs, c'est ce à quoi on essaie de s'employer. C'est au moins de produire des représentations un petit peu plus justes, malgré la conscience de nos biais à chacun, chacune. On a tous des biais. Mais au moins, il me semble, je le disais tout à l'heure, que le minimum syndical symbolique, c'est d'être vraiment honnête et transparent sur d'où on parle. Et donc on en revient à ces fameux entrepreneurs de cause. Il me semble que là, à l'heure actuelle, la plus grande violence symbolique dans ces représentations, c'est que ceux qui parlent du rural ou des classes populaires surjouent quelque chose en ne parlant pas de manière honnête sur leur trajectoire, etc. Ça, c'est vraiment d'une très grande violence symbolique. Parce que bien sûr, déjà, la première violence symbolique, c'est qu'on parle à la place des premiers intéressés qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. On leur doit, du coup, à minima, d'être honnête sur d'où on parle. Et donc, de ne pas surjouer ce truc de lointaines origines rurales, donc du coup, avec ce sous-entendu implicite qui est contenu, par exemple, dans les gens qui disent « mais moi, je viens de la France périphérique ». C'est super pratique comme expression englobante, parce que dans France périphérique, il y a le sous-implicite qu'on viendrait d'une classe populaire. Mais voilà, on l'a déjà redit, mais on peut tout à fait venir d'un endroit considéré comme rural. Et d'ailleurs, dans ce bassin de vie rural, il y a de l'urbanité, puisqu'il y a souvent une petite ville. Donc déjà, c'est complexe spatialement et c'est complexe socialement. On peut être du coup la fille de prof et d'intermittent du spectacle, donc de fonctionnaires plutôt bien dotés d'un point de vue culturel et économique, comme c'est mon cas. Être partie à Grenoble d'abord parce que c'est souvent la première ville, c'est la ville à côté, la grande métropole. Après, parfois, il y a Paris, mais pas toujours, etc. On peut revenir, on peut, comme disait Emma, c'est des trajectoires et des circulations complètes. Donc, je pense que à défaut de pouvoir être porteur d'une meilleure représentation, au moins être honnête sur d'où on parle. Voilà. Parce que le discours le discours produit par les uns, c'est-à-dire nous, qui sommes des dominants, le discours il est produit par des dominants, devient la structure de perception des autres, donc les classes populaires. C'est nos discours et la façon dont on parle d'eux qui après fait que, pour en revenir à ce que disait Benoît, quand les lecteurs disaient « est-ce que j'ai bien répondu ?», ça c'est très très parlant. Comme s'il y avait des comportements à avoir dont on serait, nous, les prescripteurs, nous, dominants, producteurs de représentation. Voilà. Oui, et c'est précisément à cause de ces logiques-là, où les gens n'assument pas en fait d'où ils parlent et au nom de qui ils parlent, qu'on a quelqu'un comme Trump aux États-Unis qui pouvait dire « moi, je me sens comme un ouvrier ». Et il le disait devant des ouvriers de la Rose Belt parce qu'il se disait en tant qu'homme blanc, caricaturé par les wokistes, etc., vous comprenez, on est les mêmes. Et quand on demande aux ouvriers, ça peut en être désespérant pour certains, mais ils vous disent moi je préfère un gars qui a des épaules, qui sait gérer une grande entreprise. S'il a de l'argent pour lui-même, ça veut dire qu'il va mieux gérer le pays qu'une femme, par exemple, ou que quelqu'un de milieu populaire aussi. Parce qu'en fait, tout ça a eu un effet performatif. Et c'est un peu comme dans tous les changements sociaux, de la même manière que dans le marxisme, il y avait toute cette histoire de la dictature du prolétariat pour que les gens se rendent compte que finalement le prolétariat pouvait aussi diriger et puis qu'après on abolirait les classes après, quoi. Là, je pense qu'il y a on est dans un moment où il faut pousser en fait les gens qui n'ont pas la parole à l'accès à la parole, même s'ils ne la veulent pas forcément, parce qu'en fait spontanément dans chaque organisation, dans chaque mouvement culturel rural, de la guinguette jusqu'à l'investiture aux législatives, par exemple, même les militants de milieu populaire ou les gens du coin vont dire vas-y toi, tu parles mieux. Vas-y toi, la fille qui est revenue, effectivement, qui va avoir du capital culturel, ou alors qui va être le fils machin parce que son père avant lui était déjà sénateur, était déjà maire, donc c'est logique que ça soit lui qui parle. En fait, pour contrecarrer ça, il faut sortir des récits tout faits et il faut assumer d'où on parle. Et ça, c'était quelque chose que les enquêtés me renvoyaient tout le temps. Ils disaient ce qui importe, c'est pas d'où tu viens.
Parce que souvent, je leur disais, pour faire un peu copain-copain au début, quand j'étais pas dans les villages où j'avais grandi, tout ça, je dis, tu sais, moi, je viens du coin, on a un peu le même accent, etc. Je dis, non, ce qui compte, c'est là où tu es maintenant. Et quelqu'un, en fait, qui bossait à l'usine du village depuis 2 ans, mais qui était venu de Nancy ou des villes la plus proches, il était beaucoup plus autochtone que moi, parce qu'en fait, il correspondait au style de vie qui était localement plus ou moins hégémonique, et il pensait comme eux, il y avait beaucoup plus d'affinité entre eux, alors qu'effectivement, le fils de cadre, quand on prend les études des fils de cadre dans le rural, même profond, éloigné, qui est en fait pas le pire de la ruralité, parce qu'il n'y a pas de pauvreté, très peu là-bas, il fait les mêmes études qu'un enfant de cadre du centre de Paris, quasiment. Il y a peu, en fait, il n'y a pas de distance à la ville quand la proximité sociale atténue tout ça. Et c'est là où il faut vraiment, je pense, un discours critique, mais qui ne correspond pas à tout ce qu'on nous redit. Et donc ça va être compliqué. Il y a une prise de risque, en fait, à rompre avec un discours qui est aussi dominant. Merci. Je voulais vous emmener là-dessus pour terminer, donc merci de l'avoir abordé. Évidemment, c'était une thématique très large, on n'a pas pu parler de tout et on aimerait créer de nombreuses autres émissions sur cette thématique, notamment parler des Outre-mer. Voilà, on aimerait en parler plus longuement. Merci à vous 3 d'avoir été présents sur le plateau d'Arrêt sur Image. Merci à tous d'avoir regardé l'émission et à la semaine prochaine.